Pierre-Alain de Garrigues. Vous entendez sa voix tous les matins si vous êtes auditeur de Radio Classique. Mais il y a aussi les publicités, les reportages, le cinéma et dernièrement le Ritz Paris. Padge, ou Pierre-Alain de Garrigues, est la voix du Ritz depuis peu et quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit que je devais absolument l'inviter au micro afin que ce comédien nous explique comment on incarne un lieu avec sa voix, comment on fait sonner l'élégance en juste quelques mots. Pierre-Alain de Garrigues, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Votre métier, c'est de faire des voix. Alors, avant que nous n'évoquions votre travail, et notamment avec le Ritz, qui était l'occasion de cette interview, peut-être pourriez-vous me dire à quoi, dans votre imaginaire, je crois, absolument foisonnant, correspondrait la voix d'un agent immobilier qui tombe amoureux de sa cliente et pendant une visite. Wow. Oui. D'accord. Il faut qu'il reste classe, évidemment. Hein, Oui. d'accord. Oui, c'est sûr. Il tombe amoureux. Qu'est-ce que ça pourrait donner Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour, oui. Alors, je vais commencer par... excusez-moi, je suis un peu... je vais commencer par la cuisine. J'espère qu'elle... Elle vous va. Quand je dis elle vous va bien, je dirais que, en tout cas, ça correspond très très bien. Vous avez du temps ou pas? Parce que franchement, je prends du temps avec vous. Hein. Oui, j'ai l'air un peu comme ça d'hésiter. Normalement, j'hésite pas, mais je dois comment vous dire? Écoutez, je suis obligé de vous le dire. On va prendre un peu plus de temps et faut que je me calme parce que franchement. Vous faites encore plus d'effet que la réparation de l'ascenseur qui vient d'être effectuée. Ce que vous ne savez pas, Pierre-Alain. J'ai dit une bêtise, j'ai fait un peu l'imbécile. C'est ce que vous ne savez pas, c'est que moi, et les auditeurs ne le savent pas, c'est que j'ai rencontré mon mari à l'occasion d'une visite. Voilà. Ça, c'est fort. Et mon mari est agent immobilier. D'accord. Là, je l'ai fait un poil léger avec des hésitations, parce qu'il faut quand même, on ne va pas y passer là non plus. Mais ça lui ressemblait en fait. C'était ça? Oui, d'accord. C'était pas loin. Oui, c'est un peu pareil que ce qui m'est arrivé avec la rencontre avec ma femme. Moi, je ne perds pas trop contenance facilement. Et elle a planté son œil gauche dans le mien au moment où je la voyais. Et pendant 1 minute, j'ai fait pourquoi peux-tu faire l'œuf? C'était un peu ça. Le mot planté était quand même violent. Hein. Non, c'était bien. On était avec des très très beaux yeux. J'ai une autre idée. Dites-moi. Peut-être on pourrait imaginer la voix d'un agent immobilier qui déteste les chiens, mais qui est bien obligé de composer avec le chien absolument infernal de la maison qu'il doit faire visiter. D'accord. Pour l'exercice, excusez-moi, il va falloir trouver un pro. 2 secondes. Bonjour, messieurs, dames. Très bien, oui. Vous êtes venu avec... D'accord. Voilà, très très bien. Alors, on va commencer par... Voilà, excusez-moi, mais c'est normal qu'il ça sente... Pardon. Ce que je veux dire, c'est qu'on va aller... Ok, dans la... Non, pas dans... Reviens. Non, excusez-moi, il est en train de se frotter contre moi. Si les animaux sont acceptés, mais oui, enfin, ça dépend des heures. On va y aller dans le... Il est déjà pris. Oui. Bon, allez, on va passer de cette spécial. maison. C'est spécial comme intro, bravo. Oui. Hein, ouais. Non, mais je sais que ça va plaire à nos auditeurs. D'accord. Mais on va quand même passer de cette maison avec un mauvais chien à une très très grande maison, celle du Ritz Paris. Et récemment, vous avez annoncé être la voix de cette très grande maison. Votre carrière, elle est faite de doublages incroyables, de tournages mythiques, de tournages populaires, voire extrêmement populaires. Est-ce que devenir la voix d'un lieu emblématique comme le Ritz Paris, c'est d'abord une première dans votre carrière? Oui, c'est une première à ce niveau-là. Alors après, on peut parler de choses prestigieuses, que ça soit dans le... Comme vous dites, bon, c'est vrai que j'ai tourné dans des films, mais ce n'était pas des gros rôles, mais en fait, ça m'a permis de rebondir. Par exemple, pour ceux qui ne savent pas, j'ai tourné dans Le Grand Bleu et Nikita, et grâce à ça, j'ai travaillé 18 ans, plus que ça même, avec Luc Besson. Et ensuite, que ce soit la voix de Radio Classique, qui est plutôt prestigieuse aussi, ou alors des grandes publicités. Bon, je ne veux pas en citer des milliers, mais c'était un peu mon métier. Tic-tac, les voix des Trésors de Kellogg. Alors, ce n'est pas une voix très, mais c'est...
Et beaucoup, énormément de gros documentaires, Oui. de grosses choses. Et en fait, non, c'est la première fois qu'on me demande d'être la voix, oui, dans un lieu mythique. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, ce sont des gens qui connaissaient ma voix par Radio Classique. Ah, Alors, je ne sais pas si c'est oui. pas grâce à Bernard Arnault, qui est le patron de Radio Classique, mais en tout cas, je sais que l'agence, quand ils m'ont appelé, ils ont fait écouter plusieurs voix. Mhm. Et la dame du Ritz a dit: ah non, mais ça, c'est la voix de Radio Classique. Oui. Moi, je veux celle-là. Parce Alors, que vous pourquoi êtes bien sur Radio Classique Nous aussi. sommes bien sur Radio Classique. Et l'idée, c'est que, en fait, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans le travail à faire avec le Ritz, que j'ai adoré. Honnêtement, vraiment, j'ai adoré. Parce que je connaissais peu, j'avais jamais été, en fait. J'ai été dans d'autres palaces, je dirais, mais j'avais jamais été au Ritz. Et en fait, c'est comme à Radio Classique, où il y a 20 ans, j'ai commencé à... La personne qui m'avait engagé, Sébastien Lancreneau, on avait eu une discussion, on travaillait beaucoup en pub ensemble, et quand il est devenu directeur de l'antenne, M. Arnaud, c'est lui qui l'a nommé, il m'a contacté tout de suite, il m'a dit: il faut qu'on trouve, et en plus, moi, on me proposait d'être la voix d'RTL2 en même temps, donc j'avais un choix, et financièrement, c'était beaucoup plus intéressant RTL2, mais en fait, il me l'a présenté d'une telle façon, il m'a dit: écoute bien, le truc qu'on va essayer d'avoir comme identité, c'est que contrairement à ce que font toutes les radios, on va essayer d'être une caresse. Oui. On va être doux, on va non pas les prendre dans le sens du poil, parce que c'est pas comme ça qu'on parle des auditeurs, mais on va leur donner de la douceur, parce que d'habitude c'est très agressif, c'est très ce soir RTL2, comme ça. Et le donc, son est agressif parfois le son aussi, de façon souvent, générale. parce Oui. qu'on doit, les gens veulent un peu faire le trou, je dirais, pour que ça happe l'oreille de l'auditeur, mais et tout d'un coup, c'est vrai, quand dans les discussions, j'ai commencé à faire des essais très comme on faisait tout à l'heure, vous êtes bien sur Radio Classique. Et moi, j'adore faire à la fois des documentaires, mais en même temps, j'ai fait pour ma fille, quand elle est née, j'ai fait beaucoup de disques pour enfants, où je faisais toutes les voix comme un papa au bord du lit. Et pour moi, c'était pas loin de ça. C'est-à-dire, c'était de retrouver un timbre qui soit rassurant. Et par rapport au Ritz, dans nos discussions au départ, c'est qu'il fallait que ça soit élégant. Et être élégant, c'est être au fond du temps, ce qu'on appelle en musique au fond du temps. On ne va pas plus vite que la musique. J'ai demandé aussi que toutes les musiques, je les ai avant. Parce que comme je suis un musicien professionnel au départ, je suis à la fois batteur et chanteur, ce qui aura une importance extrême dans ma carrière. Oui. Donc, je vais utiliser ma voix comme la mélodie sur des accords. Donc, si j'ai des accords un petit peu mineurs, je vais légèrement être différent. Si j'ai des accords majeurs, je ne sais pas si vous êtes musicienne ou pas, mais en tout cas, il va y avoir une adéquation, et je vais travailler sur des fréquences très particulières. Et d'ailleurs, quand on a fait des essais, il y a des trucs qui ne marchaient pas, parce qu'en fait, au niveau du mixage, ils mettaient de la musique un tout petit peu plus forte, qui n'était pas prévue comme je l'avais enregistrée au départ. Ils avaient changé. Et c'était... Alors je disais, mais ça frotte, là, ce que j'appelle ça frotte, et ça ne m'allait pas. Et après, ils sont revenus à un côté. Donc l'idée, c'était on n'a pas besoin de vendre l'élégance du Ritz, mais si le Ritz, en l'occurrence sur les réseaux, fait une communication, il faut qu'elle soit à l'aune de leur classe, élégance qu'on s'attend. Je n'ai pas dit de la richesse ni de la prétention, je dirais, etc. Non, il fallait que ça soit simplement... C'est comme de dire, on n'a pas besoin de parler du Ritz. On n'a pas besoin de dire, oui, au Ritz, c'est vraiment bien. Non, c'est au Ritz, évidemment, c'est bien. Et c'est de la douceur. C'est une question... Oui, mais bien sûr, c'est des notes qui sont... Et c'est des notes que je mets en tant que musicien. Voilà, donc tout de suite, ça a été relativement facile de trouver d'abord une élégance à la voix. Ça fait un peu prétentieux de dire que j'ai une voix élégante, quoique. Et donc, il fallait que ça soit élégant. Et en même temps, l'écriture est une écriture, un storytelling qui est extra. Parce que quand même, nous sommes dans le bar Hemingway. Il était là en 1920 et on commence à raconter. Ça marche tout de suite. Une musique derrière. On est happé par... On vous raconte l'histoire d'un lieu où vous pourrez venir ou même que vous ne connaissez pas. Et on vous touche d'une simple façon, encore une fois, comme un papa au bord du lit ou comme quelqu'un qui raconte une histoire de « Il était une fois ». Et on ne raconte pas une histoire en faisant « Il était une fois ». Non, c'est pas possible. On est dans la douceur, on est dans un temps qui est un peu suspendu. Et voilà, donc ça donne un peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais est-ce que incarner un lieu pour un comédien demande quand même un travail peut-être un petit peu plus particulier que celui d'incarner un personnage ?
En fait, il y a différentes écoles là-dedans. Il y a des gens qui sont... moi, c'est ce que j'appelle un peu, en parodiant un peu l'école Alain Delon et l'école de Belmondo. Alors, l'école Alain Delon, c'est l'école Pacino, un peu De Niro, qui sont extraordinaires. C'est je travaille en amont extraordinairement. Je vais chercher le pourquoi, du comment, etc. Et c'est d'une certaine façon. Alain Delon, par exemple, qui sortait pas de ses rôles, etc. Et puis, il y a l'école Belmondo, qui fait l'imbécile avant. Puis, au moment du clap, il joue la comédie directement. Moi, je suis plutôt dans cette improvisation-là, parce que j'ai la faculté, parce que ça c'est un truc de musicien, d'être tout de suite en adéquation avec le tempo. Je vais tout de suite trouver le tempo. Donc pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas un énorme travail sur le moment d'imaginaire à appliquer là-dessus, mais il y a un travail antérieur d'imagination qui a été fait. Et d'imprégnation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous me dites le rythme, tout d'un coup, tout va se mettre en place. C'est un peu comme travailler. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'autre jour, je dois faire un très très gros méchant. Oui. Après, je reviendrai au rythme, mais je dois faire un très très gros méchant dans un jeu vidéo. Et c'est un méchant qui n'existe pas encore. Alors là, on peut dire que quelque part, l'école Alain Delon ou l'école de Niro, ça va être, je vais essayer de rencontrer des méchants, je vais essayer de voir. Moi, ça m'intéresse pas trop parce que en fait, on ne l'est pas. On peut pas être un serial killer, quoi. Sinon, c'est pas marqué sur le front des gens dans la rue en plus. Ouais, puis surtout, on va pas serial killer quelqu'un pour dire tiens, je sens quelqu'un. Donc, infiniment mieux dit. Par contre, en imaginaire, j'ai pris plusieurs choses. J'ai pris la manière de Dumbledore de parler dans Harry Potter, une araignée. Et un tonnerre, par exemple. Donc, j'intègre ça. Donc, Dumbledore va être... il va avoir des côtés bas et hauts. Bonjour, Anne-Sandrine, vous êtes tellement gentille, mais parfois... Etc. Voilà. L'araignée va être criante, stridente intérieurement. Un petit gars, comme ça. Et le tonnerre... Donc, l'idée, c'est de trouver... je mixe ça avec trois... Et ça va donner du style « Ah, vous étiez ici, hein, mais je vais peut-être passer à l'action et de toute façon, vous allez commencer à connaître la peur. » Tiens, un truc qui, c'est pas normal, c'est un puzzle bizarre. Donc, pour revenir et passer sur le Ritz, ou sur d'autres trucs, comment incarner le Ritz ? C'est encore plus simple, quelque part. C'est, encore une fois, on est dans douceur, élégance, ralentissement. On sort de la ville, on rentre dans un lieu doux. Je vais trouver tout ça. On rebondit sur ces moquettes qui sont extraordinaires. C'est classieux au niveau donc, il faut être à la fois élégant, mais pas trop non plus. On n'est pas bonsoir, nous sommes au Ritz, pas du tout. On n'est pas snob. Voilà. On est dans la simplicité, mais dans la simplicité élégante. Donc, je vais incarner ce qu'on m'a demandé. Incarné de la simplicité élégante. Vous êtes au Ritz et l'histoire est devant vous. Mais est-ce qu'il y a des éléments quand même à partir desquels vous avez pu travailler ? Non, pas besoin. Non ? C'est de l'imaginaire. Je sais ce qu'est le Ritz. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je vais appliquer qu'est-ce que c'est un palace, qu'est-ce que c'est Voilà, je vais appliquer des tas d'idées qui vont me venir en une sorte de puzzle que je vais rassembler. Je vais dire, ceux qui vont au Ritz, ils vont pas s'étaler en disant je vais au Ritz. Et puis ils ont les moyens de l'être. Et puis il y a aussi tous ceux qui disent ah ben vous allez au Ritz, toi tu te la joues. C'est pas un côté je me défends de ça. Non, c'est tranquille, centré, élégant. Voilà, c'est tout ce truc-là. Et en fait, ce travail imaginaire, évidemment qu'on va pas ressentir tout ça dans la voix, mais c'est alimenté par ça. Et puis il y a une dimension qui est très importante, vraiment. Quand vous aimez le lieu. Oui. Puis j'étais invité, donc j'ai vraiment vu ce que c'était. Oui. Honnêtement, j'ai été vraiment impressionné. Hein. Oui. Vraiment. J'ai adoré. Il y a une petite vidéo de vous d'ailleurs sur TikTok où je crois qu'on vous a laissé à disposition une suite avec plusieurs chambres. Excusez-moi, je bois du whisky. Non, c'était rien, c'est du café. Oui, donc voilà, c'était facile quand je dis c'était facile, c'était voilà, encore une fois, c'était naturel. Oui, c'était naturel. Oui. Il fallait, c'est ça la difficulté, c'est de l'élégance naturelle et dire, mais c'est un peu plus que de la normalité. Ouais, c'est la chose la plus importante. C'est comme quand je fais des gros documentaires ou comme je fais. J'ai fait un gros documentaire sur la liste de Schindler qui n'était pas facile. Oui. Un gros documentaire sur Bob Marley, par exemple. Et bien, je m'aperçois, ou même de la pub. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Il se passe que
C'est pas ma voix qui va faire le lien avec les gens. C'est une façon, je pense que je suis comme ça. Alors, je sais pas si c'est l'éducation de mes parents ou pas, mais c'est comme si je disais je t'aime. Vraiment. C'est comme si je disais je t'aime. Je vais me connecter, en l'occurrence à l'idée, au lieu, mais je vais le ressortir, ça va vraiment partir de moi. Même si je dis, encore une fois, les serviettes du Ritz, c'était exceptionnel. Les serviettes du Ritz, c'était tellement incroyablement douces. C'est pareil que si je disais, voyez-vous, Anne-Sandrine, franchement, je vous adore. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un lieu imaginaire. Peut-être que ça paraît aux gens, c'est vraiment abstrait, mais c'est comme ça que ça travaille intérieurement pour que ça devienne fluide, normal, naturel et qu'on dise, je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'ai bien aimé. Quoi. Oui. Et alors, vous qui êtes dans la spontanéité, qu'avez-vous pensé, par exemple, le jour de la signature de ce contrat ? J'ai l'habitude de signer des grands contrats quand même, mais c'est vrai que... Celui-là ou un autre, il y a quelque chose. Celui-là, il était quand même particulier. Parce que vous savez qu'on vous a choisi, c'est vous, pour d'autres choses, et que tout d'un coup, même inconsciemment, vous avez fait plaisir et quelqu'un dit c'est quand même pas mal, parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est de dire, c'était pas essayer de le booker, voir ça, c'était si vous pouviez l'avoir, ça serait vraiment bien. C'est-à-dire que tu as le Ritz qui dit ça quand même. Il y a plein de gens avec qui je travaille, ça se passe comme ça. Et voilà, je le dis tout à fait sans prétention, mais c'est quand on... Alors, il y a soit les très gros contrats, alors ça fait plaisir parce qu'on peut partir en vacances genre 2 semaines ou 3 semaines après, quoi. Mais il y a aussi c'est pas l'argent, parce que je sais pas, c'est un beau contrat, mais c'est pas non plus, c'est pas parce que c'est le Ritz que ça va être... Mais je pensais à la responsabilité, en fait, aussi. Oui, alors ça, j'ai pas trop peur de ça. Non, alors là, honnêtement, j'ai pas peur. Si à un moment donné, j'ai pas... Non, ça m'est rarement arrivé d'avoir... Ouais, il y a des trucs qu'on est fait un petit peu pour ça. Je pense que... Mais c'est intéressant comme question parce que ça rejoint ce qu'on me pose souvent comme question, le mental qu'on doit avoir là-dedans. Et il y a des comédiens qui n'ont pas ce mental-là. Et c'est pas du tout... c'est pas une histoire de talent, c'est un mental. C'est-à-dire que c'est un mental qui fait qu'on doit à la fois gérer notre propre ego, à la fois gérer nos peurs, parce qu'on est en face de gens qui demandent quelque chose, et à la fois gérer des équipes aussi qui attendent quelque chose. Donc on doit être force de proposition. Et moi, j'ai la chance, peut-être c'est le sport qui a fait ça, d'avoir une mentalité un peu de, entre guillemets, encore une fois, j'essaie de dire ça sans prétention, mais vous savez, cette mentalité de champion qui dit je vais m'améliorer et qui est pas hyper contrôlant, mais je vais m'améliorer à chaque fois. Je dis souvent l'exemple de Kobe Bryant ou Michael Jordan, qui à 5h du matin était déjà à la salle pour enquiller les paniers pour que ça devienne un instinct. Alors moi, je ne le fais pas, je ne m'entraîne pas, comme je travaille beaucoup tout le temps, donc je ne m'entraîne pas, mais je fais attention consciemment à ce que je suis en train de faire et j'essaie de m'améliorer. Donc, je n'ai pas trop de peur j'ai pas trop de peur de ça. Après, il y a vraiment de la grosse pression quand vous faites du L'Oréal, quand vous faites, encore une fois, le Ritz ou d'autres choses. Il peut y avoir de la pression, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien ce challenge-là. Oui. Et tiens, en parlant de l'amélioration, on a parlé tout à l'heure de la proposition artistique du comédien et de son travail. Il y a de l'autre côté, justement, des clients qui vous imposent un cahier des charges ou bien qui, à tout le moins, essayent de partager avec vous leur univers. Qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant avec les équipes du Ritz ? Encore une fois, quand les gens ne connaissent pas, ils ont l'impression que tout le monde va être sur un même niveau de... Alors là, je vais utiliser le mot, entre guillemets, prétention ou niveau... Waouh, oui, nous travaillons au Ritz, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pensais au degré d'exigence. Mais justement. Donc, mais après, moi, je viens avec un degré d'exigence très, très, très élevé. Je veux que les gens soient heureux et contents. Donc, je peux y passer vraiment beaucoup de temps. Alors après, on n'y passe pas énormément de temps non plus. Mais ce que j'ai découvert, c'est la même qualité d'exigence. Moi, je pense que c'est comme un... On aime tous les restaurants, on peut aimer, etc. Mais à un moment donné, vous prenez un super restaurant. Et c'est vrai, si vous discutez avec le chef, qui peut être chiant, mais quelque part, il manage les équipes d'une certaine façon. Et surtout, quand il veut voir l'assiette sortie par plusieurs personnes, il faut que ça soit parfait. Oui. La petite truc de menthe, le petit machin qui, etc. Enfin, et c'est un peu la même chose. On est content quand on dit, on est force de proposition, on pourrait toujours faire mieux,
Mais ça sert à rien, ça, parce qu'à un moment donné, la perfection, ça n'existe pas du tout, mais vraiment, on est dans le changement perpétuel, donc c'est pas... C'est intéressant quand même de voir deux mondes de l'excellence qui ne sont absolument pas du même monde, qui s'entrechoquent en fait. Oui. Et alors, à produire, c'est que ça ne s'entrechoque pas, ça se marie extrêmement bien. Pardon. Oui. Non, mais c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire qu'on s'attend... Alors, c'est très gentil de dire que je suis dans l'excellence, mais en fait, c'est ça. Non, mais c'est vraiment... C'est facile. En fait, c'est facile. C'est simple. C'est simple parce que d'abord, ce genre de personnes qui vont vous parler, s'ils vous ont choisi, c'est qu'ils ont confiance d'abord en l'agence et en vous, et vous êtes force de proposition. Et la force de proposition, vous expliquez aussi la force de proposition. Il ne faut pas que ça soit comme un comédien qui dit « Oula, ils ne savent pas faire, ils sont pas... » Non, je dis « Voilà, ce que je vous propose, c'est ça, en expliquant la douceur, l'élégance. On va essayer de faire ça. » Et puis après, c'est d'être force de proposition, ce n'est pas de donner une seule façon de faire. Après, je fais presque avec eux, j'ai presque montré presque des ateliers. Alors, je donne un exemple, si ça presque des ateliers pour montrer que, par exemple, le silence est la plus grande des choses, comme dans la musique. C'est le silence qui fait la musique, avec les notes, mais c'est le silence qui fait la musique. Et on va revenir, je vous fais un petit exercice que je fais souvent en conférence. Je vous dis, vous voyez, il se peut que je dise une phrase et que sur mes mêmes notes, mon changement, mon silence fera que c'est pas, ce que je vais dire n'est pas la même chose. Je vous donne un exemple. Je dis par exemple, la phrase c'est « Bonjour Anne-Sandrine, vous êtes très belle ce matin. » Ou « Bonjour Anne-Sandrine, ça va, vous êtes très belle ce matin. » Ok, ça c'est la base. Et j'arrive et normal. « Bonjour Anne-Sandrine, ça va, vous êtes très belle ce matin. » Tout va bien. Oui. « Bonjour Anne-Sandrine, ça va, vous êtes très belle ce matin. » C'est léger. « Bonjour Anne-Sandrine, ça va, vous êtes très belle ce matin. » Par contre, excusez-moi l'expression, mais « Bonjour Anne-Sandrine, ça va, vous êtes très belle ce matin. » Là, le gars, excusez-moi l'expression, il veut choper. Ça dérape. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. On revient au premier qui n'est pas amoureux. La première question. Mais vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait papa. Et j'ai laissé du temps, etc. Et cette séance de la rythmique, eh ben, on va pouvoir l'appliquer. Alors, c'est pareil dans les grands monteurs de cinéma, c'est pareil dans les... On va l'appliquer exactement à ça pour que, inconsciemment, la personne qui entend n'est pas obligée de percuter au fait que j'ai une demi-seconde ou un quart de seconde ou un cinquième de seconde où j'ai retenu. C'est une sensation. Et moi, j'ai un cerveau, là, un de mes cerveaux, là, le 3 ou 4e ou le 5e, qui, lui, c'est celui qui dit « Wow, ça, c'est bien ». C'est pas celui qui dit « Il y a une virgule, là ». Ou pas celui qui dit « Ah, bonne note ». Ou qui dit ce que tu es en train de dire, tu es en train de parler du rythme. Non, il y en a un qui est là, qui est tout le temps « Wow, c'est bien ». Et puis, il efface tout de suite. Et puis, la prochaine prise dit « Ouais, mais ça peut être mieux. Ah, j'adore ce que j'entends ». Vous voyez ce que je dis ? Et on se retrouve avec ça. Peut-être sans transition, et malheureusement, elle manque pour cette question-là, mais on peut peut-être aussi rentrer dans la technique juridique des contrats des comédiens comme vous. Est-ce qu'il vous est interdit de travailler avec désormais d'autres enseignes du luxe ou bien avec d'autres palaces, vous qui êtes désormais la voix du Ritz ? En fait, non. Parce que si c'était comme ça... Oui. Alors, voilà comment ça se passerait. Oui. Parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé avec une marque il y a quelques années. Je vous donne un exemple. Cette marque m'a demandé, on veut que ça soit vous. C'est une marque pas de prêt-à-porter, enfin de prêt-à-porter. Oui. M'a dit, on aimerait que ça soit vous en exclusivité. D'accord. Il me dit, à combien vous estimez ? Oui. Ah. Et donc, il faut trouver quelque chose. Oui. Je te dis, mais attention, si c'est en exclusivité, c'est donc j'ai pas le droit de faire d'autres marques. Il me dit non, pas d'autres marques. Donc, vous allez rire. Et donc, je suis venu avec ma feuille d'impôt. J'ai mis la feuille d'impôt sur la table. J'ai dit, voilà, c'est cette somme que vous voyez là, multipliée 3,5 de plus. Ce qui fait beaucoup d'argent. Oui. Et ils ont fait, mais pourquoi ? Mais je dis, parce que si vous voulez une exclusivité, donc j'ai plus rien droit de faire. Ça veut dire que à un moment donné, si je veux refaire autre chose, on va dire c'est la voie de. Voilà. Oui. Si je peux pas, je peux plus travailler. Donc je suis non pas l'esclave, mais je suis un féodé en fait. Oui, mais tu vois, c'est vraiment bon. Après, par exemple, je prends l'exemple. Moi, j'ai été la voix je suis la voix de DeLeonghi en café en ce moment avec Brad Pitt. Oui. Mais j'ai quand même été la voix de Nescafé et la voix de Carte d'Or, Carte Noire.
Non, mais je veux dire, vous vous rappelez Carte Noire? Oui, Carte Noire, c'est vrai. un café nommé Désir. Ah, c'est vrai maintenant que vous le dites, en fait. Mais j'ai pas... Et donc voilà, donc je finis là-dessus. Donc en fait, le Ritz, après, si le Georges V me demandait la même chose sur un certain truc, j'en parlerai au Ritz. Évidemment, je ne vais pas arriver, je vais pas, entre guillemets, bouffer à tous les râteliers. Mais il n'y a pas écrit non, il n'y a pas du tout écrit. Bah, par exemple, encore une fois, alors, on s'entend bien que sur certains trucs, je suis la voix de Radio Classique, et je suis aussi la voix de Radio Vinci Autoroute, par exemple, ou Radio Zen à Bordeaux. Mais c'est entendu. Oui. Mais c'est vrai que si Énergie me demandait, je serais obligé de voilà. Il y a certains endroits, je peux être par exemple la voix, par exemple, bizarrement, au niveau des voitures. On le fait, par contre, au niveau de la grande distribution, du style, moi j'ai été pendant 18 ans la voix de Super U avec Daniel Prévost. Évidemment que je faisais ni Carrefour, ni Intermarché, on ne va pas les citer, etc. Et voilà, c'est un peu des lieux. Le Ritz, évidemment, si on me proposait, mais je pense pas que ce soit, j'en discuterais avant. Et puis, j'ai pas besoin non plus de. C'est pas une histoire d'argent, en fait. Et c'est peut-être aussi vous refusez cette fibre artistique qui fait que d'un client à l'autre, de toute façon, vous allez continuer à progresser. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais bien sûr, mais de toute façon, en fait, ça dépend aussi de l'expérience qu'on a avec les gens avec qui on a travaillé, etc. Bon, il y a des gens, c'est très rare, mais certains qui ont été, c'est très, 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 très rare dans ma carrière, mais qui ont été pas négligents, mais d'une manière de parler, qui sont, voilà. Donc moi, ça me fait rire parce que si j'ai la chance extraordinaire que je pense peu de gens ont, c'est que je peux dire non à tout. Et donc dire oui à tout. Oui. Et donc si quelqu'un me parle d'une certaine façon, je leur dis, tu sais quoi, je ne vais pas le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, on va retenir le oui pour les dernières questions. Est-ce qu'il y a des lieux dont vous rêveriez de devenir la voix? Comme ça, alors bizarrement, ce qui me vient, le Louvre, par exemple. Oui. Alors après, je fais des voix pour des grands lieux, enfin entre guillemets, je fais des voix dans le Puy du Fou. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, les parcours, dans les musées. Dans les musées, oui, je le fais dans des bons musées. J'ai pas de. Ouais, le Louvre, c'est bien. Avec cette grande victoire là en haut de l'escalier, peut-être. Oui, par exemple, mais la pyramide. Oui. Ce sont des lieux qui hantent l'imaginaire des gens. Oui, bien sûr. Après, j'ai pas de. Non, ça me vient pas. J'ai pas un truc. Je sais pas si vous avez des idées. Je vous dirais tiens, oui, les grands châteaux, c'est très princier ça. Quand même, hein. C'est très princier. Je suis un peu un prince. Comment est-ce qu'on vous appelle, Padge? Alors, on m'appelle Padge parce que mon nom, c'est Pierre-Alain de Garrigue. Voilà. Et qu'à un moment donné, sur les ordinateurs, c'était pas possible. Il y en a un qui a trouvé à mettre, il y a une vingtaine d'années quand même. C'était plus facile de mettre Padge. Et bizarrement, beaucoup de gens qui me connaissent plus sous le nom de Padge, on a même des... Alors, ça va vous faire rire, je peux dire en anecdote. Comme j'ai une boîte de prod et je fais beaucoup de choses sur YouTube, dans le YouTube BM qu'on appelle. Donc, j'ai beaucoup de followers, fans, je sais pas comment on appelle. Et on fait des t-shirts. Et j'en ai un, mes gars ont fait un Jurassic Padge, qui était très con. Et voilà, donc on s'amuse bien. Et ouais, là, on m'appelle Padge, tout le monde m'appelle PADG, ouais. Tiens, je retourne à mes questions, il m'en reste que 2 en fait. Hein. Mais est-ce qu'il y a des lieux aussi qui gagneraient à se doter d'une voix? Alors, ça dépend comment on utiliserait ça, quoi. Moi, je pense qu'il y a des... Ou alors des lieux auxquels on ne doit absolument pas donner de voix. Oui. Donc, oui et non, quoi. Je pense au mémorial de la Shoah, par exemple. À la fois, il devrait y avoir une voix et à la fois, il ne devrait pas y avoir de voix. Ça, c'est un truc qui nous touche tous parce que, bon, voilà, moi, j'ai un petit peu de famille là-dedans. Oui, on ne m'a jamais posé ce genre de questions. Est-ce qu'il y a des lieux... Est-ce qu'il vous en vient, vous, des lieux vous imagineriez quoi, par exemple? Pourquoi j'ai pensé à cette question-là? Parce que finalement, je me suis dit, tiens, il y a des lieux où le silence règne. Vraiment. Je pense à un cimetière, par exemple, où en fait, quand on rentre dans un lieu comme ça, il y a la voix de tous ceux qui sont là. Et est-ce qu'on doit finalement incarner une seule voix parmi toutes ces personnes qui sont là, en fait? C'est pas très gai, mais... Non, mais c'est super intéressant parce que quelque part, tiens, ça ouvre un champ de possibilités. Ça, par exemple, non, mais c'est vrai, on parle d'un cimetière, j'imagine. Cimetière chrétien, juif, ou tout ce qu'on veut, musulman.
ce qui serait intéressant, je trouve, moi j'ai un côté un peu spirituel, Oui. je viens de sortir un livre d'ailleurs Oui. là-dessus, et ce qui serait fort, c'est que quelque part, il y a le moment du recueillement, et il y aurait toujours une voix qui dit, pas comme ce que disent les rabbins ou les curés, ou voilà, de dire peut-être le prochain pas, il y a un espoir, ou vous pensez qu'il n'y a rien, ou regardez la nature, qu'une branche tombe, elle devient de l'humus et ça recommence. Vous voyez, un côté un peu... Il pourrait y avoir un truc qui donnerait pas du sens, mais qui donnerait une sorte d'impulsion à penser. Après, faire un truc avec toutes les voix, non, ça, c'est pas possible. Ça serait trop... Voilà, il y a des limites. Non, Oui. c'est pas des limites, c'est de dire que... Non, c'est pas des limites, c'est de dire qu'il y a des gens qui seraient oui et des gens qui diraient non, pas du tout. Donc, c'est pas... bon, un cimetière, c'est vraiment... mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de voix de lieux. Je pense que si on va à Chambord, il doit y avoir des musées. Par exemple, j'ai été visiter le château de Joséphine Baker, Oui. en Dordogne. Oui. Alors, je dois avouer, allez, je me la joue un peu, les voix n'étaient pas terribles. Non, mais les voix n'étaient pas terribles par rapport à ce que ça racontait. Oui. Et par contre, donc on avait des trucs Oui. pour écouter. Les voix étaient... J'étais déçu par ça. Sauf qu'à un moment donné, on est dans une pièce et c'est Joséphine Baker qui parle. Oui. Waouh, là, les larmes aux yeux. Mm. Et commence à chanter J'ai deux amours, mon pays et Paris. Waouh, on était tous les larmes aux yeux. Mais donc, ça amène quelque chose. Mais je pense qu'il y en a partout. Mais s'il y avait, faire parler l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. Ah oui. 1903, j'existe depuis des années. Je suis ça, élevé. Ça, vous l'avez fait, de retrouver une voix des années 20. Oh, ben, j'en fais plein. Là, oui, ça, je le fais. voilà. Ouais. Alors ça, c'est caractéristique. Mais c'est une anecdote, ça, parce que j'en ai fait beaucoup. De ça. Alors ça fait rigoler les gens parce qu'ils disaient, mais pourquoi tu parles en canard? Je dis, attention, les gens ne parlaient pas dans les années 20 ou 30 comme ça. C'est-à-dire que c'était les micros qui ne prenaient pas les fréquences basses, parce qu'évidemment. Oui. Mais j'explique souvent ça, et il me dit, mais c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est c'est ça, c'est genre 1920, c'est la Tour Eiffel. 1930, il y a certains nanas qui pourraient... 1940, la guerre est à nos portes. 1950, 1960, Festival de Cannes. Jusqu'à les années 80. Et puis ensuite, Kenzo, Paris. Et ça, c'est la différence des micros. C'est-à-dire, je vous ai fait un peu tout le panel, mais en fait, ils étaient obligés de crier, quoi. Pour qu'on entende, quoi. Allez, une dernière question, puisque là, on a passé de dizaines d'années en dizaines d'années. Oui. 2030, incarné 2030. J'aurai donc 25 ans, oui. C'est-à-dire incarné 2030. Ce sera quoi le son des années à venir chez nous? Le son des années 2030, moi, je pense qu'il va être bineuronal. Il va tourner beaucoup autour de nous. Ça risque d'être très, 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 très bien. Si ça sera bien géré, je ne sais pas par les intelligences artificielles ou pas, artificielles, j'espère que je resterai une intelligence artistique, je pense que ça risque d'être extraordinaire parce que, par exemple, moi en tant que musicien professionnel, ou ce que j'écoute par exemple, je sais que je n'écoute maintenant que la musique qu'avec des super casques ou des bouchons d'oreilles où il y a beaucoup de basses parce que je veux qu'il y ait un cocon autour de moi. Et je pense qu'en 2030, donc dans... juste quelques années, ou après, je pense qu'il y aura tout ce système, on sera comme un peu dans la réalité virtuelle, on sera à l'intérieur du son. Je pense qu'on va être à l'intérieur du son. Et que par exemple, moi qui fais beaucoup de méditation, qui aime bien les grandes plages, etc., eh bien, je pense qu'on sera entouré d'un son qu'on aime, des fréquences qui passeront comme ça, et on n'aura plus besoin, je dirais, on se laissera porter par ça. Je pense que ça risque d'être ça. Et puis la qualité, de toute façon. Alors après, la qualité, ce qui est quand même un tout petit peu, pas contradictoire, mais plus il y a de la qualité, plus les voix doivent être de qualité. Parce que des voix, comme j'ai fait dans les années 20, etc., vous aviez dans la voix, il n'y a aucun problème. Sauf que maintenant, si vous faites le Ritz, et que vous faites le Ritz Paris, l'ingénieur du son, il va vous dire, je peux pas, je vais me passer 12 heures à enlever les clics. Donc, il faut avoir... Les micros, ils prennent absolument tout, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, les doublages, avant, on faisait des doublages tous ensemble. On passait devant le micro. Et maintenant, les doublages ne se font que tout seul, tout le temps.
pour que en fait, les ingénieurs du son puissent éclater les voix qui vont après dans les 5.1, etc. Mais c'est une bonne question, c'est vrai que 2000. Je pense que ça sera quelque chose qui va nous entourer comme la réalité virtuelle. Ça risque d'être très très bien parce que déjà, même en production de musique, ce qui se passe actuellement, contrairement à dans les années 80, pour ceux qui connaissent, eh bien, tous les sons maintenant sont en escalier. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment, on a un violon très très lointain, on l'entend, la voix est devant, mais il y a des chœurs qui sont à droite, qui peuvent être passés à gauche. Et je pense qu'on va vraiment aller plus loin avec ça. Bon, et nous, on a commencé donc avec un agent immobilier qui tombe amoureux, et puis on termine avec l'amour du beau son. Exactement, je le connais. Voilà, un grand merci, Patch. Merci Anne-Sandrine, c'était un grand plaisir. Et puis je salue tous ceux des ondes de Limo quand même, parce que c'est. Et puis tous ces professionnels de l'immobilier. Exactement, et voilà, donc voilà, salutations du Patch. Mais on se retrouvera encore, on trouvera bien d'autres sujets. Je dirais bien sûr, parce qu'il y a quand même une phrase qui est mythique, qui s'en souviendront, c'est que je vous dis tous. Au revoir.